Dans les séquences précédentes, nous avons vu que les attributs définis à l'intérieur d'une classe représentent des informations qui sont spécifiques à chaque instance de la classe. Si l'on reprend notre petit exemple du rectangle, chaque instance de rectangle, chaque objet de type rectangle, va avoir sa propre largeur, sa propre hauteur, des informations qui lui sont spécifiques et qui la caractérisent. Que se passe-t-il cependant si plusieurs instances d'une même classe ont besoin d'accéder à une même information, une information commune? C'est l'objet de la séquence qui suit. Pour illustrer le problème qui nous intéresse, revenons à notre petit exemple du comptage d'instances que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier dans nos compléments sur la construction-destruction d'objets. Il s'agissait donc de comptabiliser l'ensemble des instances existant à un moment donné dans un programme et il fallait pour cela disposer d'une zone mémoire accessible par toutes les instances qui était incrémentée à chaque création d'instance et décrémentée à chaque destruction, typiquement. Au moment où nous avons abordé ce problème pour la première fois, le seul moyen dont nous disposions pour pouvoir définir cette zone mémoire qui serait accessible par toutes les instances pour être incrémentée et décrémentée était de passer par une variable globale. Nous avions pris le soin à l'époque d'assortir la déclaration de notre variable globale d'un petit dubitatif. En effet, utiliser une variable globale est quelque chose de typiquement néfaste dans un programme. Il s'agit d'une très mauvaise solution. Une variable globale telle que celle-ci n'est attachée à aucune entité du programme. Ceci est donc contraire au principe d'une bonne encapsulation et traduit une mauvaise modularisation. De plus, cela peut induire des effets de bord tout à fait néfastes. En effet, une telle variable est accessible par différents endroits du programme de façon tout à fait incontrôlée et il s'agit donc de quelque chose à éviter à tout prix. Alternativement, définir le compteur comme un attribut de la classe rectangle n'est clairement pas non plus une bonne solution. Pourquoi? Eh bien parce que ça signifierait que chaque instance de rectangle a son propre compteur, et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons avoir une zone commune accessible par toutes les instances. Donc cette solution n'est pas une bonne solution non plus. La solution à ce problème consiste à définir l'information que l'on souhaite commune à toutes les instances d'une classe comme étant un attribut de classe, contrairement aux attributs relatifs aux instances, qui étaient ceux que l'on avait l'habitude de définir jusqu'ici. Un attribut de classe est donc un attribut qui est défini à l'intérieur de la classe, mais est assorti du mot réservé statique. Typiquement, si on imagine que dans un programme coexistent plusieurs instances de rectangle, ici 2 pour simplifier, la situation en mémoire serait la suivante. Donc l'objet R1 est un objet qui aurait ses propres valeurs spécifiques pour ses attributs d'instance, à savoir la hauteur et la largeur. Il en va de même pour l'objet R2, qui aurait ses propres valeurs pour la largeur et la hauteur. Par contre, l'attribut de classe, compteur, est une zone mémoire unique qui est accessible par toutes les instances, mais qui n'existe en mémoire qu'une seule fois. Notez que les règles de visibilité pour un attribut statique sont les mêmes que pour les attributs non statiques. Et cela va se traduire par le fait que cette zone mémoire est accessible sans qu'aucune instance ne soit créée uniquement au travers du nom de la classe. Très concrètement, si dans un programme j'ai déclaré une classe rectangle comme ceci avec un attribut de classe, eh bien je peux accéder à cet attribut de classe sans avoir créé aucune instance de rectangle au préalable. Et ceci va se faire au moyen d'une notation particulière qui est la suivante. J'accède à la variable de la classe rectangle qui s'appelle compteur au travers de l'opérateur de résolution de portée. Pour résumer donc, définir un attribut de classe revient à définir un attribut mais précéder sa déclaration du mot réservé statique. Nous avons vu que un attribut de classe était partagé par toutes les instances, donc il s'agit d'une zone mémoire unique partagée par toutes les instances, et que cette zone mémoire existe même lorsque nous n'avons créé aucune instance de la classe. Et nous avons vu que nous pouvions y accéder par le biais de cette notation. Et puis pour terminer, eh bien, un attribut de classe peut, comme un attribut d'instance, être privé ou public. Les attributs d'instance sont typiquement initialisés au moment de la construction des objets. Or, nous avons vu qu'un attribut de classe peut exister indépendamment de la construction de tout objet. Comment faire donc pour initialiser un attribut de classe?
Eh bien, il faut pour cela avoir recours à une syntaxe particulière. Donc, en dehors de la classe, placer une ligne d'initialisation qui aurait cette syntaxe et qui consiste à dire la variable compteur de la classe rectangle qui est de type entier doit être initialisée à 0. Une telle ligne de code apparaîtrait en dehors de la classe rectangle, par exemple comme ceci. On reprendrait cette ligne en dehors de la déclaration de la classe rectangle. On a recours à cette syntaxe particulière car, eh bien, un attribut de classe existe même si l'on n'a déclaré aucune instance de la classe. Donc on ne peut pas compter par exemple sur un constructeur pour réaliser l'initialisation nécessaire. Le recours à une variable de classe pour comptabiliser l'ensemble des instances d'une classe est évidemment un exemple relativement atypique. Il existe bien sûr de nombreuses autres situations où partager une information commune entre plusieurs instances est utile. Mais souvent, il s'agira d'une information qui est de nature constante. Voyons un exemple. Sortons pour une fois un peu de notre exemple du rectangle et imaginons une situation où l'on aurait besoin de représenter les employés d'une entreprise. Donc un exemple un petit peu plus administratif. Donc on imagine par exemple qu'un employé est caractérisé par son âge, sa date d'entrée en service. Et puis, imaginons qu'il existe une information commune à tous les employés qui serait l'âge officiel de départ à la retraite. Donc, où placer cette information sur l'âge officiel de départ à la retraite qui, par exemple, serait de 65 ans. Cet âge officiel de départ à la retraite donc de 65 ans serait le même pour tous les employés. Imaginons que dans un premier temps, je le déclare comme un attribut d'instance, comme ceci. Donc ceci voudrait dire qu'à chaque fois qu'on crée un employé, cet employé aurait donc un âge, 30 ans, une date d'entrée en service et un âge officiel de la retraite qui serait de 65 ans. Idem pour le second employé, toujours avec 65. Et ceci autant de fois que l'on aurait d'employés, avec toujours cette valeur 65 qui est dupliquée à tous les endroits. Cette information est donc répétée inutilement pour chacun des employés, il y a donc une duplication et surtout elle induit un problème de maintenance. Imaginez par exemple que suite à un changement de loi, eh bien l'âge de la retraite passe à 67 ans. Il faudrait donc aller dans chacune des instances et modifier partout cette valeur, ce qui évidemment peut poser de gros soucis de maintenance. La solution consiste bien évidemment ici à définir cette information commune comme étant une variable de classe, au moyen du mot réservé statique. Donc ici, typiquement, eh bien, âge retraite serait une zone mémoire communément accessible par toutes les instances, mais qui ne serait pas dupliquée dans chacune des instances. Donc typiquement, ceci disparaîtrait. Et idem pour chacune des instances. Pour résumer donc, nous avons vu sur les exemples précédents que les attributs de classe sont typiquement très pratiques et très utiles lorsque différents objets, par exemple nos différents employés de tout à l'heure, ont besoin d'accéder à une même information, l'âge officiel de départ à la retraite. Nous avons vu que cela permet d'éviter de la duplication d'informations et permet une meilleure maintenance de cette information. Et vous noterez enfin que le cas que nous avons étudié tout à l'heure, à savoir celui du comptage d'instances où la variable de classe était définie en non constante parce que nous avions besoin de décrémenter, incrémenter cette valeur à chaque création ou destruction d'objets, eh bien, cette situation est relativement atypique. Dans la pratique, vous allez le plus couramment rencontrer des variables de classe pour représenter des constantes utiles à toutes les instances d'une classe donnée. Vous savez donc maintenant ce qu'est un attribut de classe, un attribut statique. Est-il possible de faire la même chose avec des méthodes? La réponse est oui. Nous le présentons ici par souci d'exhaustivité, même si l'usage des méthodes statiques est relativement peu courant et est peu recommandé en programmation orientée objet. Une méthode statique est donc simplement une méthode définie à l'intérieur d'une classe, mais dont la déclaration serait précédée du mot réservé statique. Pour invoquer une méthode d'instance, c'est-à-dire les méthodes avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler jusqu'ici, nous sommes dans l'obligation d'avoir au préalable créé un objet et invoqué la méthode sur cet objet. Donc par exemple, le calcul d'un surface de rectangle nécessite d'avoir créé un objet de type rectangle et d'invoquer le calcul de surface sur le rectangle. Une méthode de classe peut par contre
parfaitement être invoquée sans qu'il y ait eu au préalable de création d'un quelconque objet de la classe. Par exemple, ici, si dans une classe A, je dispose d'une méthode statique méthode 1, je peux appeler cette méthode par le biais de l'opérateur de résolution de portée sans avoir au préalable créé un quelconque objet de type grand A. On dit donc simplement ici que l'on appelle la méthode 1 de la classe A. Ce genre de tournure n'est évidemment pas licite pour des méthodes non statiques. Par exemple ici, dans la classe A, nous avons une seconde méthode, méthode 2, qui n'est pas déclarée comme statique. Si nous essayons de l'invoquer uniquement au travers du nom de la classe sans passer par la création d'une instance, nous aurons une erreur. Pour appeler méthode 2, qui est non statique, il faut impérativement avoir créé un objet de type A sur lequel invoquer méthode 2. C'est ce que nous faisions également ici pour calculer la surface d'un rectangle R donné. Vous noterez enfin au passage qu'une méthode statique peut, elle, être invoquée soit au travers du nom de la classe indépendamment de la création de toute instance, ce que nous avons fait ici, mais qu'elle peut également être invoquée au travers d'une instance si une instance existe. Donc ce genre de tournure est licite, même s'il est peu courant et peu recommandé. Enfin, ce genre de tournure d'accès à un membre statique via une instance est aussi possible pour les attributs, sous réserve bien sûr de l'accessibilité de l'attribut. Le fait qu'une méthode de classe soit invocable indépendamment de la création de toute instance induit un certain nombre de restrictions sur ce que l'on peut faire à l'intérieur d'une telle méthode. En effet, puisqu'une méthode de classe ne peut pas présupposer de l'existence d'un objet courant sur lequel elle s'applique, eh bien, elle ne pourra pas à son tour utiliser de méthode ou d'attribut qui présupposent l'existence d'un objet. Donc, elle ne pourra pas utiliser de méthode ou d'attribut d'instance. Ceci veut dire en clair qu'une méthode de classe ne peut accéder qu'à d'autres méthodes ou attributs de classe. Une méthode statique ne peut utiliser que des membres statiques à son tour. On peut donc parfaitement voir ces méthodes de classe comme étant de simples fonctions usuelles qui ont été placées dans une classe. Dans les langages comme C++, où il existe une couche non-objet, où on peut utiliser des fonctions usuelles sans passer par la création de classes, eh bien, le recours à des méthodes de classe ne se justifie que dans des situations très particulières. On peut imaginer comme exemple la nécessité de créer une méthode de classe, par exemple, pour afficher un certain nombre de valeurs d'attributs de classe. On peut aussi imaginer qu'il soit nécessaire d'en définir pour manipuler des attributs de classe, des attributs statiques qui soient non constants et qui seraient privés. Donc on aurait besoin de définir de telles méthodes. Donc la consigne générale, c'est de toujours préférer les fonctions usuelles en C++ et non pas les méthodes de classe. Et puis surtout, d'éviter absolument la prolifération de statiques dans un programme. Pourquoi ? Eh bien, puisqu'un membre statique peut être invoqué indépendamment de la création de tout objet, eh bien, cela casse toute l'approche orientée objet, tout simplement. Voilà, ceci clôt notre présentation de ce qu'est un membre statique dans une classe, aussi bien un attribut qu'une méthode. Nous avons vu que dans la pratique, concrètement, nous allons plutôt rencontrer des attributs constants statiques et que pour le reste, il faut absolument éviter la prolifération du statique.